Salut Nounou. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau cast Made in Momcards, donc de la part de Kibar DKL. On va vous présenter donc la preview d'extension Héros du Vide. On va nous s'occuper de la partie sanctuaire, de la partie événement et de la partie fortune neutre. Voilà, donc on va vous commenter tout ça, on va vous présenter les cartes en exclusivité et on va donner notre avis sur ces fameuses On cartes. va loler sur le deck sanctuaire, puisque c'est tellement la meilleure faction. Vous-même, vous le savez. Voilà, donc on commence light avec le héros, le nouveau héros sanctuaire de cette extension qui va s'appeler Noboru, le Mandeur du Crépuscule. Bon, on va éviter de lire toutes les cartes, tous les types des cartes une par une, sinon ça va être chiant. Surtout s'ils ont des noms pétés comme ça à chaque fois. Non, ouais, Noboru, c'est sympa. Mandeur du Noboru. Crépuscule, c'est vrai que ça ferait mieux en anglais, mais bon, c'est pas grave. Alors, il y a une particularité avec ce héros, donc c'est qu'il a deux écoles assez atypiques. C'est un peu le cas pour tous les héros de cette nouvelle extension. Il a Lumière, donc on le retrouve dans chez pas mal de héros sanctuaires, mais il a aussi Ténèbres. Donc, genre le truc un peu Le yin et le yang. opposé, tu vois, quoi. Et voilà, en même temps, il s'appelle Crépuscule, donc on peut s'y attendre. Et donc là, c'est vachement nouveau. Et par rapport aux écoles de magie, ça peut être bien marrant, parce que ça peut être vachement bourrin, genre avec les mots de lumière, les images d'ombre, ça peut être un bon gros bordel. Et franchement, Noboru, je pense qu'il peut être bien fun, surtout avec sa petite j'allais dire fonctionnalité, avec son Non, petit effet. son effet, c'est pour 6. Donc, tous les héros de la nouvelle extension ont un effet à 6. Pour 6, on peut repositionner la créature adverse sur n'importe quelle position valide. En fait, bah, c'est un positionnement stratégique. Pour 6, tu as un positionnement stratégique gratuit, entre guillemets. Donc, c'est pas mal. Pour, Ça reste 6 de ressources, quoi. c'est 6 de ressources, c'est vraiment beaucoup, mais pour un move qui te fait gagner une partie, c'est bien. Tu bouges la dernière créature qui te gêne, Et tu mets le PAO. et tu mets le pas haut. Voilà, donc non, ça peut être vraiment pas mal. Ça peut être vraiment bien. Après, les deux écoles de magie, Lumière et Ténèbres, bon, ça fait un petit peu une sous-Ariana. Parce que Ariana, au début, elle a Terre, donc pour vider le terrain, avec tremblement de terre, nuée d'insectes, etc. Voilà. Et ensuite, elle a, à partir du niveau 4 jusqu'à 6, elle a essentiellement des spells en single target, des spells qui ne ciblent qu'une seule créature. Donc c'est pas mal. Il y a le début pour contrer les rushs avec les sorts AOE, et ensuite la suite pour contrer les grosses créatures en les prenant, en les clonant et en les tuant avec une carte. Donc c'est pas mal. Là, c'est à peu près pareil, mais c'est une sous-Ariana parce que les sorts de lumière, c'est sympa. L'explosion solaire, c'est vraiment bien. Le mot de lumière aussi, mais c'est un peu cher, c'est à 4. Alors que tremblement de terre, nuée d'insectes, c'est 2-3, c'est pile ce qu'il faut. Ça fait un vrai ravage, et là, en l'occurrence, il y aura un côté bourrin en moins, mais à côté de ça, ce sera sanctuaire avec les positionnements stratégiques et tout. Donc c'est un côté de moins avec un côté de plus, je pense que ça se vaut. Même que Noboru pourrait vraiment apporter quelque chose de bien avec le positionnement stratégique en plus. Oui, Très gros côté bourrin chez Sanctuaire. Moi j'attendais ça franchement, hein. Je suis bien heureux. bah, c'est un bon héros. Et puis après, il a lumière, donc il a un dispel. Mm. Il a la lumière purificatrice pour dispel, donc c'est bien. Après, qu'est-ce que Ténèbres va pouvoir apporter à Sanctuaire? Parce que c'est quand même là la nouveauté, c'est qu'on a enfin un, un héros qui gère Ténèbres chez Sanctuaire. Je sais pas, franchement, faut voir. Peut-être que les nouveaux sorts de l'extension vont pouvoir répondre à cette question, mais bon. Bon, c'est un héros qui a l'air équilibré, bon, il a 1-1 de stats, c'est pas fou, hein, mais bon. Non, C'est pas folie. il y a du potentiel, il y a vraiment du potentiel, et voilà, il faut voir. Pour moi, ça sera pas un des top héros du méta, clairement pas, mais bon. On n'a pas encore tout vu. On n'a pas encore tout, exactement. On passe à la suivante. On passe à la suivante. Ok, très bien, on passe sur ce qu'on vient de dire. Donc la prochaine, c'est Gardien des Chutes. Énorme, alors, ça tombe super bien, Gardien des Chutes. Bon, bref, on espère. Donc, monstre à 2 de ressources qui demande 1 de force. Donc, c'est pas la seule qu'on voit comme ça. 5 de vie, c'est un bon gros tank. Et voilà, donc le mec ne peut pas attaquer, il a 1 de riposte et 5 de vie. Donc, un gros tank. Le plus gros tank qu'on avait vu à ce niveau-là, bah, généralement, ceux qui demandaient 2 de ressources avaient généralement 4 points de vie. Là, 5 points de vie, ça rajoute encore quelque chose en plus. Ça passe au-dessus de pas mal de sorts. Et ça va être chiant à tuer. C'est bien relou. Bah, c'est surtout, il a hypnotisé. Donc, il vous empêche, quand il est en face de vous, il vous empêche de bouger. Donc, c'est aussi combo avec Ishuma. Et Choulol. Et il y a une nouvelle, enfin, il y a 2 nouvelles
habilité sur cette créature. Il y a l'attaque impossible, qui empêche tout simplement la créature d'attaquer. En même temps, elle a 0, donc on s'en fout un peu. Mais c'est quand même une nouvelle particularité de cette extension. Et elle a Ancré, donc Ancré qui est une sorte de réponse, une mécanique qui est en sorte de réponse à OTK. Une créature qui est ancrée ne peut pas bouger, on peut pas la repositionner et elle n'est pas renvoyable dans la main, que ce soit avec une fortune, que ce soit avec portail foyer, etc. Donc le trône, vous faites un trône sur une créature qui est ancrée, bah ça lui sert à rien, ça sert à rien parce qu'elle reste là. Donc c'est vraiment pas mal pour gérer les trônes. Bon, après il faut donc souligner que cette créature-là, en fait c'est un archétype, c'est le wall en fait, c'est un mur. Là, dans cette extension, chaque faction va avoir son propre mur. Et donc ça c'est le mur de sanctuaire. Et donc elle est jouable par les invoqueurs, par les mecs qui commencent à 0 de might, parce elle décide que 1 de might, donc c'est vraiment pas mal. Et c'est surtout qu'elle a 5 points de vie et qu'elle a 1 de riposte. Et donc du coup, à chaque fois qu'on la tape, on est obligé de la taper parce qu'il faut la gérer. À chaque fois qu'on la tape, on se prend 1 de riposte. Donc c'est vraiment pas mal. C'est en gros tous les walls vont permettre de ralentir les parties et pouvoir temporiser, éviter de se prendre le gros rush en face. On avait parlé dans une vidéo précédente, on avait dit que le late game c'était pas encore ça, et là pour le coup les walls ça montre bien qu'il y a du changement dessus, et voilà, c'est une carte qui est aussi bien que mauvaise dans un deck, puisque tu peux pas la déplacer toi-même, tu peux pas attaquer avec, ça sert juste à la défense, ça sert à temporiser. Et voilà, donc c'est un côté stratégique qui est vachement bien. Et voilà. Perso, c'est pas trop mon style de jeu. J'aime pas trop me défendre. J'aime bien bourriner, tout lâcher en un tour et me plaindre après de pas avoir de chance. Mais après, ça, c'est mon style de jeu. Moi non plus, c'est pas trop mon style. Mais bon, c'est quand même une bonne carte. Et c'est un grand bol d'air frais pour comment elle s'appelle là, celle qui a l'invoker de Sanctuaire. Je crois que c'est Keiko. Oui, tout à fait, Voilà. la petite. C'est un bol d'air frais pour Keiko qui va pouvoir temporiser. Enfin, Keiko ou pas, j'ai envie de dire, c'est l'invoker, et puis elle va pouvoir temporiser et donc arriver en mid-late game tranquillement et pouvoir augmenter ses points de magie. Voilà. Donc ça c'était le wall de Sanctuaire. On passe à la suivante. Non, on passe à la suivante. Le chanteur du ruisseau. Donc une carte à 2. Une carte qui coûte 2, qui nécessite 2 en might, 1 en magie, 1 en fortune. Alors c'est un tireur, il mise la riposte, normal, pas comme le tacticien Naga, s'il vous plaît. Lorsque le chanteur du ruisseau rentre sur le champ de bataille, la fortune ou le sort persistant ciblé retourne dans la main de son propriétaire. Donc en fait c'est une sorte de portail foyer pour les sorts persistants et les fortunes persistantes. Donc une bonne réponse à Hôtel des Ombres. C'est sympa pour éviter tout ce qui est, voilà, Hôtel des Ombres, comme tu l'as dit, bouclier de pierre, toutes ces petites conneries-là qu'on adore. C'est plutôt sympa, surtout qu'elle demande que 2 de ressources, donc portail foyer, tu viens d'en parler, donc c'est 3 de ressources. Là, c'est 2 de ressources si c'est une magie ou une fortune persistante. C'est pas mal, mais ça reste que très situationnel, donc faut vraiment voir. Moi, je reste perplexe, ça dépend de tout le méta, comment ça va changer, comment ça évolue, mais ça peut être vachement pratique dans un side, je pense. Ce sera plus une carte side. C'est une carte de side, mais c'est clair. Mais c'est clairement une arme anti-OTK. Ouais, clairement. Voilà, le mec veut absolument temporiser, et temporiser avec soit Hôtel des Ombres, soit Bouclier de Pierre, comme tu l'as dit, on pose cette carte-là et ça remonte en main. Bon, ça remonte en main, ça détruit pas. Donc du coup, tu es sûr qu'au tour d'après, tu te la prends. Mais après, généralement, il suffit que d'un tour, puisque tu poses tous tes monstres, et hop là, après tu lui dis non, ce tour-là, je te défonce, et tu gagnes la partie. Voilà. Ça peut être vachement pratique. Après, c'est quand elle rentre sur le champ de bataille. Donc il y a l'invoker, le fameux invoker, qui, en défaussant une carte, permet de remonter une de ses créatures en main. Si jamais l'adversaire repose, on peut faire une sorte de boucle comme ça. C'est bon, ok, tu récupères ton monstre en main, du coup tu rebalances le chanteur du ruisseau et du coup tu revires la carte qui t'embêtait. Voilà, le TK là pour le coup, c'est fini contre ça. Voilà, donc non, c'est intéressant, c'est une carte intéressante. Les stats sont vraiment pas folles, mais elles sont vraiment limite mauvaises. 1-0-3 pour 2, c'est. Là c'est vraiment l'effet qui nous intéresse. C'est l'effet qui nous intéresse, et voilà. Bon, c'est une bonne carte, ça aurait été bien que ce soit une tireuse magique. Comme ça, elle aurait été vraiment en symbiose avec le reste. Mais bon, là, c'est pas grave. Elle est pas faite pour rusher, elle est faite pour
Pour aider un peu avec les effets, voilà. C'est un peu une carte magie en fait, quand tu regardes, c'est une carte magie, elle sert à rien d'autre, elle arrive, elle fait son effet, après je meurs. Mais bon, mais des effets sur les créatures, on aime ça, hein. Les Banshees, la Banshee, c'est quand même l'une des meilleures créatures du jeu. Les Là, ouais, c'est vrai que c'est quand même un des plus gros effets de monstre qu'on a pu trouver, et voilà, c'est plein de petits effets de monstre, mais après, ouais, je suis pas forcément fan de ce genre de monstre, parce que ça fait pas du gros card advantage, donc... Non, mais voilà, ça peut être une solution, une réponse, en tout cas, contre le deck OTK. La suivante, on l'avait déjà présenté, c'est le guerrier Shinji. Il a été révélé il y a au moins 2 semaines, je crois. Donc c'est l'épique de Sanctuaire, la créature épique de Sanctuaire. Je te laisse la commenter, elle a recommenté. Donc voilà, je vais faire la même présentation que la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y a votre guerrier Shinji qui est sur le terrain, puis là il y a un monstre, il décide de l'attaquer, il meurt. Donc voilà, c'est vachement pratique, c'est un contrôle de ligne comme on a déjà dit. Et donc une 2-0-4, vachement bien, même si c'est un monstre à 3 de ressources, ça a quand même un effet monstrueux, c'est pour ça que c'est une épique. Et voilà, je sais pas, imagine un petit orc corrompu, il arrive, il tape, hop là, suivant, et ainsi de suite, tu gères une ligne comme ça, et les gens ils voudront pas l'attaquer, donc ça jouera un peu sur le mind game aussi. C'est vachement sympa par contre, je suis très fan de ce genre de carte. C'est une bonne carte, et je répète encore ce que j'ai dit la dernière fois, hein. Tu la sors au début du jeu, tu gères au moins 2 créatures, je pense, quand même. Bon, le saccageur, tu gères que le saccageur, mais bon, le reste, tu le gères, y'a pas de souci. Et même à la fin de la partie, c'est quand même une carte utile, hein. Tu mets ça en face d'un Shinochi. Dans tous les cas, ce qu'il faut voir, c'est que ça a clairement une notion des cartes d'avantage comme carte, puisque tu fais du plus 0. C'est déjà, de base, tu es obligé de faire du plus 0 au départ au minimum, puisque une carte va la détruire, ça fera une carte pour une carte, et ça peut même aller jusqu'à 2 cartes, bon, 3 si c'est vraiment un mauvais joueur en face. Et voilà, c'est vachement utile, juste pour regarder au niveau des cartes par rapport à votre adversaire, c'est super bien. C'est pour ça que c'est une épique au final, et je suis très fan de genre. C'est une bonne épique, voilà. Très bien. Un autre à dire sur cette carte? Non, je pense qu'on a fait le tour. Voilà. Carte suivante, alors on est beaucoup dans les cartes qui coûtent très peu, hein. Là on a fait en ordre croissant, on vous les présente en ordre croissant. Là on est déjà à 2 créatures qui coûtent 2, et là ça fait 2 créatures qui coûtent 3. C'est pas mal, ça rajoute des créatures assez basses à Sanctuaire, et Sanctuaire en avait besoin. Donc là c'est Naga Yokujin, pour 3 de ressources et 3 de might, donc un truc normal. Si on compare un petit peu, il y a l'archer elfe des mers qui est à peu près pareil, sauf que l'archer elfe des mers elle a 3-0-3 et qu'elle a 2-2-5, 5 de vie. Donc franchement, Sanctuaire là ce sera le tank pour le moment, enfin franchement dans tout ce qu'on peut voir c'est truc qui veut pas mourir en soi, et voilà, 5 de vie, typiquement moi ça me saoulera. Voilà, t'arrives contre un mec qui pose plein de cartes à 5 points de vie, Dieu elle dure 300 ans, et voilà, là c'est exactement ça, et je suis pas forcément surpris de voir ça chez Sanctuaire. C'est une bonne réponse des développeurs au fait que les joueurs de Sanctuaire se plaignaient de ne pas avoir des créatures assez tranquilles en début de partie. Notamment la prêtresse des coraux, qui a 3 de vie, alors qu'elle coûte 3. Bon, elle a un positionnement stratégique, d'accord, mais bon, c'est 3 de vie, c'est vraiment très très peu. Donc là, 2-2-5, c'est vraiment bien. Bon, elle a rien d'autre, c'est une commune quand même, faut pas déconner. Mais 2 de riposte, c'est déjà vraiment pas mal, à 3. Donc 2 de riposte, 5 de vie, elle tape quand même à 2, franchement, c'est pas mal. C'est une bonne carte, et je pense qu'elle sera utilisée dans pas mal de decks Sanctuaire, même si, encore une fois, je le répète, des cartes à 3 chez Sanctuaire, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Faudra faire le choix. Il y en a pas mal, mais c'est... la seule qui s'approche de celle-là, c'est le Kappa, qui a 6 de vie. Mais bon, Kappa, c'est un mêlé. Elle, c'est une tireuse, donc bon. Immunisé à la riposte, alors que Kappa, ce qui fait vraiment chier, c'est pas d'immune à riposte. Et voilà. Donc là, ils ont décidé de faire ce choix-là. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Une carte sympa au final, qui comble un manque, je pense, de Sanctuaire. Voilà, donc on va pas se plaindre. On passe à la suite, donc Okane no Okane. Donc bon, pour ceux qui l'ont pas remarqué, ça tire des inspirations du Japon, etc. Donc, bon. Moi je croyais que c'était russe un peu. Non, c'est vrai. Je suis déçu. C'est pour ça qu'il y a des cartes qui sont nommées en japonais et qui sont même pas traduites en français. Je crois. Aux œufs. Très bien. Tu vas commenter la carte. Voilà. Donc une 2-1-4 qui est artwork très joli, mais ça on s'en fout encore une fois. Ah non, c'est joli. Et donc immunisé à la riposte, en même temps c'est un tireur. Donc voilà, et elle annule les gains de ressources des cartes et des capacités. Ouais.
le feu de camp, tu ne gagnes pas de ressources. Et pareil pour le Tador, et ainsi de suite. Le Tador, et surtout contre Havre, c'est génial. Ouais. Contre Havre, les mines de cristaux, les quêteurs, il y a un autre truc qu'il faut augmenter de 2. L'habilité de Sandalphon aussi, tout ça, ça sert à rien tant que cette carte est sur le terrain. Elle a 4 de vie, donc elle est pas tuable avec une nuée d'insectes, c'est ça qui est vachement bien. Et bon, elle a des stats pas trop dégueu pour son coup. Et je trouve ça vraiment pas mal. Ça fait une autre carte de side pour moi, franchement. C'est ça. Haven, bon bah très bien, j'en ai 4. C'est ça, mais c'est une carte anti-OTK, en tout cas Haven en tout cas. C'est pareil, ça gère la caverne. Ouais, la Crystal Cavern, ça gère Crystal Cavern, même si elle a pris un gros nerf depuis le temps. Donc ça peut aussi gérer un petit peu Nergal, mais bon, vraiment très peu. Non, c'est vraiment une carte anti-Havre. Et qui est pas. Elle est pas folle comme carte. Elle est pas folle, mais bon, ça peut être utile toujours en situationnel. Et voilà, bah, franchement, ça commence à faire des cartes de side, ça commence à en faire pas mal. Ouais. Faut voir. Peut-être que du coup, moi, je pense que c'est un présage pour le side plus tard, ce serait bien, ça me ferait vachement plaisir, et bah là, Okane no Okane, bah sinon, je vois pas trop l'utilité de le mettre en main, c'est pas très utile. Non, c'est vrai, pour 3 t'as mieux, enfin, on l'a vu à l'instant, pour 3 t'as mieux, mais bon, c'est, voilà, vivement que le side deck arrive, encore une fois, voilà. On passe à Kappa Vénérable, donc c'est la version un petit peu high-tech. La version MILF du Kappa. La version MILF. T'as pas pu trouver une autre expression? Je sais pas, le papa, non, la version MILF, tu vois, genre. C'est la première chose. Je sais pas si c'est une femelle ou pas. T'en sais rien? Tu n'en sais rien? Ouais, c'est les barbes. Ça n'empêche rien. C'est dégueulasse. Ok, donc c'est le Kappa Vénérable qui coûte 4, qui nécessite un de fortune, comme le Okane no Okane tout à l'heure. C'est bon. Il y a pas mal de cartes qui demandent de la fortune. À peu près tout le monde a un de fortune, surtout en sanctuaire. Peut-être pour faire chier pendant un tour, genre si t'as pas de fortune, bah t'es obligé d'en mettre un. Ouais, je sais pas. Bref. 4-1, et surtout, elle a un effet qui est intéressant, qui est inédit à cette extension, qui s'appelle la protection contre les fortunes. Donc la protection contre les fortunes, elle peut pas être ciblée par les fortunes, et elle est immunisée contre les dégâts et les effets des fortunes. Bon, en gros, fuck les fortunes. Voilà, donc en fait, elle est pas ancrée, elle est mieux que ancrée. Enfin, elle est pas ancrée, c'est différent. Vas-y, je vais m'expliquer. En fait, elle est pas ancrée, donc on peut la déplacer. Mais par contre, elle peut se faire remonter dans la main par un portail foyer ou un truc comme ça. En revanche, elle prend pas les effets de trône du renouveau, elle prend pas les effets de qu'on détruit. Donc c'est une bonne chose. Surtout que c'est une créature qui coûte 4, donc généralement c'est le genre de créature qu'on aime bien faire remonter en main. Donc non, c'est sympa, c'est assez sympa. Bon, après, elle a que ça. C'est un bon ton hein, pour 4, 3, 3, 6, c'est sympa. C'est pas mal, c'est histoire de dire bon bah mon monstre il est là et si tu le détruis pas, bah tu peux rien faire contre lui. Voilà, t'es obligé d'utiliser toutes tes cartes magiques contre lui pour pouvoir le tuer, ou tes monstres, mais bon, c'est généralement le plus chiant quand on voit un monstre à 6, on va pas se dire tout de suite ah je vais décider de le tuer. Non, on va dire j'ai envie qu'il aille se faire foutre et je le détruis après, je détruis le mec après. Et bah là, c'est pas mal, Non, c'est bien. C'est une bonne carte. Après, il y a un truc qui me gêne dans cette carte, c'est qu'ils disent immuniser contre les dégâts des fortunes. Alors, les fortunes ne font pas de dégâts aux créatures, pour l'instant, parce que... Alors, ça peut faire des dégâts tout simplement aux héros avec Arène, c'est ça, mais cette créature, enfin, elle n'empêche pas ça, donc bon, je ne sais pas. Peut-être par la suite, on verra des fortunes qui font des dégâts aux créatures, mais bon, voilà. Ça reste une bonne carte, mécanique sympa. Et voilà. C'est la suivante. Encore un nom. Je te laisse faire le nom. J'arrive pas à ce genre de choses. J'adhère pas du tout. C'est Unmei Kami. Alors, elle est chelou. Je pense qu'elle est aussi chelou que le Seigneur du Destin. Alors, tu parles de l'artwork ou... Non. L'artwork est très joli. D'ailleurs, une petite aparté, les artworks sont de plus en plus jolis à chaque extension. Un super boulot de la part des designers. Pas qu'ils étaient moches au départ. Hein. Je dis pas à Siegfried. Hein. De plus en plus jolie. Donc, elle est comment dire, bizarre dans le sens où en fait elle a des requis d'invocation assez étranges. 2-2-2. Ok, bon. Et elle demande 4 de ressources. Et elle demande 4 de ressources, donc c'est assez bizarre. Vas-y, je te laisse. Donc, encore protection contre les fortunes, ce qu'on vient de voir juste avant. C'est une 2-1-5, donc encore quelque chose de tanky, encore quelque chose de relou. Et donc, je vais vous énumérer
du coup l'effet. Lorsque Unmei Kami, je le fais vraiment très bien, inflige des dégâts aux héros ennemis, jouez une carte de sort ou une carte fortune tirée de la main de votre adversaire. En gros, c'est un peu une courbe magie, mais c'est ça. Pas un monstre. Ça a l'air d'être bien relou. Genre, tu joues Inferno, tu te prends ça, bah, ça te fait encore chier. Une autre courbe magie, tu te reprends ça, bah t'en as marre et tu rage quit. Ouais, c'est une carte bizarre. C'est encore un effet super original. Ça commence à faire beaucoup d'effets de nouveau pour cette nouvelle extension. Le méta va vraiment être assez changé. Si on voit compliqué aussi, il y a trop d'effets, c'est trop compliqué. Bon, non, il suffit d'apprendre, non, par contre, la particularité de cette carte, donc, comparé à la carte d'Advantage tout à l'heure, donc si on arrive à faire taper cette carte directement sur le héros, ce qui est vraiment pas impossible en sanctuaire, avec les positionnements stratégiques, etc. Si on arrive à faire taper directement le héros, du coup, on peut donc au final défausser une carte de l'adversaire parce qu'on va soit la jouer, soit la défausser. Voilà. Sachant que c'est marqué en petit dans le texte, il faut remplir les conditions pour pouvoir jouer la carte. Donc si vous avez un deck avec un deck sanctuaire avec créature magie et que le mec en face il a que des fortunes dans sa main, vous êtes bien content parce que vous ne pouvez pas les jouer. C'est parce que vous aurez très probablement pas le prérequis. Donc bon, c'est une carte qui est sympa, une 2-1-5 mêlée magique, donc magique qui peut potentiellement arriver à 4-1-5 avec les bons événements. Donc c'est assez cool. 5 de vie c'est bien, bon pour 4 de ressources ça fait un petit peu en dessous, mais son effet est vraiment pas mal. Alors après il faudra voir dans le temps si c'est situationnel ou pas. Pour l'instant, dans les decks actuels du méta, le deck sanctuaire, c'est Ishuma, hein, principalement. Mettre ça dans un Ishuma... Là, ça a changé, puisque avec toutes ces protections contre les fortunes, Ishuma, je sais pas, c'est pas trop en relation avec ça, je vois vraiment pas. Là, pour le coup, c'est beaucoup de tanks, ça fait pas beaucoup de dégâts au niveau des monstres. Ils infligent 2 de dégâts, ça promet un deck assez lent. Et voilà, moi ce que je retiendrai de cette carte c'est l'artwork, puisque le reste n'est pas forcément très intéressant. Faut voir, voilà, en fait faut voir, parce que si c'est comme pour courbe magie, du coup on regarde la main de l'adversaire, enfin en tout cas on regarde les sorts de l'adversaire, et on en choisit un, on choisit de le jouer ou de le défausser, donc au final ça fait quand même une carte en moins pour l'adversaire. Si jamais cet effet est pareil, genre tu choisis une carte sort ou fortune de la main de ton adversaire, et tu peux pas la jouer, tu la défausses, si c'est ça, c'est pas mal. Si en revanche, si tu peux pas la jouer, elle reste dans la main de l'adversaire, là, ça devient un peu plus nul. C'est un peu moins bien. Donc du coup, il faudra attendre la sortie de l'extension pour voir comment cette carte réagit, comment cette carte agit. Et franchement, pouvoir virer une fortune ou un sort de la main de l'adversaire à chaque tour, si jamais tu t'arrives à le taper, c'est vraiment bien. C'est vraiment vrai. Et Sanctuaire commence à utiliser pas mal ce genre de choses. Si t'arrives à toucher le héros, tu le fais chier. C'était pareil avec le tacticien Naga. Bon, par contre, faudra pas en faire trop, puisqu'à un moment, ça va être impossible. Mais c'est pas mal comme concept. Non, c'est pas con. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Surtout qu'en plus, elle est pas unique, tu peux en avoir plusieurs sur le terrain. Ça peut faire mal. Voilà. On passe à la suite. Kabuki Tei. Allez. C'est pour ça que j'adore Sanctuaire. C'est pour ça, vraiment des noms exceptionnels, toujours. Alors, c'est une carte avec 1 en honneur. Donc, on en avait déjà vu des comme ça. 4 de ressources, 3 de force et 2 de fortune. Donc, 2 de fortune, pas trop l'habitude de ce genre de choses, mais bon. Et une 2 de 5. Donc, encore un monstre à 5 points de vie. Sauf que lui, il demande 4 de ressources, donc ça commence à changer. Si on continue comme ça et qu'on va tomber sur un mec qui a 6 de ressources et qui a 5 points de vie, ça va pas le faire. Mais voilà, donc honneur 1. Et surtout, elle a un effet sympa. Alors, Kabuki Tei, ce que j'adore encore, peut être déployé par-dessus une autre carte alliée. Dans ce cas, la créature retourne dans la main de son propriétaire. Donc voilà, elle arrive, elle prend la place d'un monstre. Et voilà, Sanctuaire toujours avec le placement des monstres. Et là, il continue, on peut le voir encore une fois. Donc c'est pas mal. Faut voir en fonction des stratégies de Sanctuaire, ça peut être vraiment très sympa. Elle a Honneur 1, donc elle a à peu près la même chose que le Wanizame. Donc qui lui aussi a 4 de ressources et qui a Honneur 1. Donc ça pourrait éventuellement remplacer le Wanizame. Parce que l'effet de Kabuki Tei est quand même sympa. Alors après, ça aurait été vachement plus sympa, mais bon, je pense que la carte aurait été épique. Ça aurait été vachement plus sympa de pouvoir déployer cette carte et de faire remonter en main une créature adverse. Ça aurait été génial. Ça aurait été vraiment bien. Et de ramener un café en même temps. Oui, et de sortir le chien. Et faire la vaisselle. Malheureusement, c'est sur une créature alliée. Donc du coup, bon, c'est pas mal quand
si on suit un petit peu la courbe des monstres, quand on a 3 de ressources, 3 points d'action, on sort la prestesse des coraux, pardon, on fait un positionnement stratégique sur une créature adverse. Et donc, le tour d'après, tour 4, enfin 4 de ressources, on fait un Kabuki sur sa prestesse des coraux, qu'on rejouera au tour d'après. Et ça fait Wombo Combo, c'est magnifique. Magnifique. Non. Et ouais, en même temps, elle sert plus à rien après la prêtresse des coraux, donc franchement, ça fait du 2 en 1, t'arrives, honneur, donc tu gagnes de la puissance d'attaque en plus. Et après, tu regagnes l'effet de ta prêtresse des coraux juste après. Ouais. C'est nickel, c'est parfait. En termes de card advantage, c'est un peu dommage parce que tu perds un petit peu de présence de terrain quand même. En fait, tu perds de la présence de terrain pour pouvoir rejouer quelque chose de mieux après. Donc, il faut gérer dès le départ, je pense. Cette carte-là, il faut gérer dès le départ. Et le fait qu'elle ait honneur 1 permet quand même d'apporter un petit plus aux créatures qui sont déjà sur le terrain. Donc, une carte mitigée qui peut faire pas mal de choses. Qui peut faire vraiment du bien, je pense. Après, comme elle a honneur et comme elle remonte une carte alliée en main, il y a tout un aspect de positionnement. Il va falloir vraiment bien positionner ses créatures sur son propre terrain pour pouvoir arriver à faire des choses intéressantes et des choses bien. Ça reste un deck avec du skill, hein, pour toi. Ah, Sanctuaire, ouais, c'est clair. On passe à la suite. Donc là, on passe aux fortunes. C'est fini pour les créatures de Sanctuaire. On passe à la première fortune Sanctuaire, qui est le Hall de la Fortune. Donc, c'est une fortune instantanée. On regarde les 3 premières cartes situées au sommet du deck. On choisit l'une d'entre elles. On la met dans sa main. Donc en fait, tu pioches. Et tu replaces les 2 autres en dessous du deck. Donc, il y avait pas mal pas mal d'autres TCG, donc genre dans Yugi, Magic peut-être, dans pas mal de jeux de cartes, il y avait ce genre de cartes où tu utilises les 3 cartes au-dessus de ton deck, et puis tu regardes et tu choisis parmi ces cartes-là. Donc fallait que ça tombe, c'était obligé, peut-être pas cette extension, mais voilà. Et très bonne carte, puisque des cartes qui nous permettent de piocher, comme ça, il n'y en a pas énormément non plus. Et ça commence à arriver, et je pense que ça va être pas mal joué dans Sanctuaire, puisque pour pouvoir bien faire tourner son deck, pouvoir piocher au maximum, c'est vachement intéressant. Et là, pour le coup, tu fais même une sélection, et c'est parfait. Mais en fait, ouais, c'est vraiment bien. Enfin, cette carte est vraiment bien. Si elle coûtait 0, ça serait génial. Mais elle coûte 1, donc c'est vraiment très très peu. Et puis ça permet, souvent, on a un point de ressource qui traîne, qu'on n'arrive pas à utiliser parce qu'il y a un truc de semaine de l'austérité, ou alors on n'a juste pas les bonnes créatures pour pouvoir utiliser toutes ces ressources. Et le Hall de la Fortune permet en fait, tout simplement, tu as cette carte-là, elle te permet d'avoir parmi les 3 premières cartes du deck, la carte que tu veux, la carte qui t'aidera. C'est vraiment pas mal. Donc le PAO, quand tu veux terminer l'adversaire, là tu as plus de chances de l'avoir, tu économises certains tours, et c'est super bien. Et voilà. Non, tout simplement ça. Et il y a aussi une chose, c'est-à-dire que les 2 autres cartes, on les remet pas au-dessus du deck. En même temps, ce serait con, puisque tu saurais quoi faire au prochain tour. Ce serait pas mal, mais je pense que la rareté aura augmenté encore plus. On les replace en dessous de la bibliothèque. Donc en plus, c'est des cartes vraiment nulles, tu sais que tu les auras plus. Et voilà, c'est parfait. Non, c'est une très très bonne carte, qui est commune, donc je pense qu'elle sera pas mal jouée dans le deck Sanctuaire. Après, il n'y a pas de deck Sanctuaire combo. Enfin, s'il y en a eu un il y a longtemps, avec... comment elle s'appelait? Je ne sais plus, les noms sont bizarres. Les noms sont bizarres chez Sanctuaire. Non, il y a un héros qui permettait de... celui qui commence à 2 de fortune, le Seeker, qui permettait... j'ai vu un deck OTK Tour. À l'époque du bon vieux Siegfried, Tour de l'oubli, il y avait un OTK Tour avec elle, et notamment avec la carte Avalanche. En fait, quand tu prends les 4 Avalanches et les 4 Arides, il y a possibilité que ton adversaire ne pose jamais de créature sur le terrain pendant 8 tours. Donc il y avait un deck basé là-dessus. Ça peut aider clairement les decks combos. Parce que ça fait vraiment tourner, et puis après tu pioches pas mal de cartes dans ton deck et accélérer la chose. C'est vraiment une très bonne carte, une commune comme ça, indispensable. Tu combines ça au feu de camp plus ça, ça accélère vachement ton deck. Voilà. Très bonne carte fortune pour commencer, c'est pas mal. Le bassin de clairvoyance, qui coûte 2, donc pareil, 2 de fortune aussi. On regarde les 5 cartes situées au sommet de son deck, on reste sur la thématique. Et là, tu les replaces comme tu veux. Voilà. On les place dans n'importe quel ordre. C'est ce dont on vient de parler avec la carte précédente. On aurait bien aimé que ce soit ça. Là, on arrive et passe un clairvoyance qui est une rareté en plus.
pour l'effet en même temps qui est vachement bien. Là, c'est vraiment limite, tu fais des échecs puisque tu dois vraiment regarder au niveau des tours, tu dois jouer 3 tours à l'avance et là, tu commences à bien réfléchir avec les 5 cartes qui y a au-dessus de ton deck. 5 tours à l'avance, ouais. C'est vraiment impressionnant. Bah, petit bémol, c'est que tu touches ce que tu pioches pas avec celle-là. Avec celle d'avant, tu piochais, celle-là, tu pioches pas. Donc, pour moi, je pense que cette carte est quand même moins forte. Elle a un effet stratégique sympa, mais dans l'immédiat, elle est pas utile. C'est juste savoir ce que tu vas faire plus tard et peut-être avoir une meilleure stratégie après parce que tu sais ce qui va se passer. Mais dans l'immédiat, non, c'est pas une carte, c'est pas genre une boule de feu, t'arrives et tu défonces tout de suite. Là, c'est vraiment plus dans la réflexion et ça reste toujours dans la thématique du skill pour Sanctuaire. Tout à fait, ça reste dans toujours Ça fait plaisir ça, hein. T'es content là, tout de suite ton deck Sanctuaire. Toujours la prévision du combat, du stratège, tout simplement. C'est mieux qu'un deck OTK où tu joues 0 créature et au final tu joues à la moitié du jeu. Oh la Bon, rage, c'est pas oh grave. la rage, oh la rage. Non, c'est une carte sympa. Après, ouais, bon, je préfère la précédente en tout cas. Je préfère vraiment la précédente. Juste pour le fait qu'on pioche pas avec cette carte-là. Si on avait pioché avec cette carte-là, ça aurait été super bien. Et craqué. Non, pas craqué. Il coûte 2 quand même. Mais bon. Voilà. Non, c'est une carte sympa, mais bon, elle est pas très très forte. Le rapport des espions. Donc là, on regarde l'ensemble de la bibliothèque de l'adversaire. Ça permet de savoir vraiment tout ce qu'il joue. C'est assez ouf. Ensuite, il le mélange, évidemment. Et après, tu pioches une carte. Donc encore un extra draw, donc on pioche une carte en plus. Et voilà. Là, ça permet de voir tout le deck adverse. Et c'est un peu comme la carte que tu veux tout le temps en Inferno, la purge de Garant. Voilà, la purge de Garant, tout à fait. Je l'avais oublié, puisque je l'ai tellement, je m'en fous un peu. Et voilà, c'est un peu comme la purge de Garant, quand on l'utilise, on peut voir un peu tout ce qu'il y a dans le deck adverse. Là, c'est quand même moins contraignant. Pour 2 de ressources et 2 de fortune, bah, on peut voir le deck de l'adversaire, connaître sa stratégie. Ouais. Et ouais, bon. Faut dire qu'à haut niveau, dans le méta, quand un méta est stabilisé, tu sais ce qu'il joue. T'as un héros qui arrive, tu sais ce qu'il joue, c'est obligé. Donc, sauf vraiment les decks surprises, ok, mais là, toi aussi t'imagines le Kinder Surprise avec le deck à l'intérieur. D'accord, ah bien, désolé, c'est nul à chier. Bref, non, cette carte-là pour moi est mauvaise. Bon, non, pour moi cette carte-là est pas du tout jouable. Après, là tout de suite, vu qu'on n'a pas énormément d'extensions, c'est encore un peu le début par rapport aux cartes. Il n'y a pas un pool de cartes qui est vraiment fantastique. Mais plus tard, quand on aura vraiment énormément de decks en haut du méta, bah là, ça commencera à être intéressant. Et pour le moment, c'est pas très utile. Quand tu auras, allez, à peu près 5 ou 6 possibilités de deck par héros, cette carte-là sera utile. Parce que tu sauras à quoi t'attendre. Éventuellement, cette carte-là peut être bien quand les side decks seront implémentés. Une fois que tu as perdu ta première, ou tu as gagné ta première game, peu importe, l'adversaire va sider contre toi. Toi aussi, tu vas sider. Tu regardes ce qu'il a sidé après, comme ça, tu sais quoi. C'est ça, tu mets cette carte-là en 3 ou 4 dans ton deck, et ouais, peut-être 3, peut-être 2 ou 3. Et quand tu l'as, bah, tu la sors et tu regardes ce qu'il a sidé contre toi. Comme ça, plus d'effet de surprise, et tu sais à quoi t'attendre. Même si, encore une fois, c'est le même problème qu'on vient de citer. Plus tard, quand il y aura des side decks, tu sauras ce que la personne side contre toi. Forcément. Quand tu as l'expérience, quand tu sais tu sais à quoi t'attendre. Bon, cette carte-là, pour moi, pour l'instant, et avant de peut-être 1 ou 2 ans de DOC, pour l'instant, cette carte est mauvaise, elle sert pas à grand-chose. Elle est mauvaise. Tu pioches une carte, d'accord, mais enfin voilà, l'autre était beaucoup mieux. Elle demandait 1 de ressources et on l'utilise vraiment au tout départ. Voilà. Donc à voir pour plus tard, mais pour le moment, dans les médias, cette carte semble pas très ouf. Non. On passe maintenant à une carte rare, la transe de bataille, et non pas le transe de bataille. Changement de caster, s'il vous plaît. Donc la transe de bataille, cherchez une carte dans votre bibliothèque et placez-la au sommet de votre bibliothèque. Donc en gros, tu veux une carte dans ton deck, tu dis cette carte-là, elle m'intéresse vraiment beaucoup, bah tu sais que tu l'as au prochain tour. Et après, tu peux même dire combo. Attention, combo. Tu utilises la carte du tout départ avec 1 de ressources. Et là, tu pioches la carte directement et c'est gagné. Et après, tu fais du café et tu as bien. Ouais, mais ça fait quand même 2 cartes. Ouais. Ça fait 2 cartes, 3 de ressources. Faut quand même vouloir ta carte. Hein. Tu la veux ta carte. Hein. Ta carte est vraiment pas mal. Notamment si on cherche une unique. Hein. Comme ça évite éventuellement de jouer. Je sais pas. Non, je sais pas.
pour moi, quand même, si la créature, le Bard Vagabond, tu vois, pour aller chercher une créature unique, reste quand même meilleure que cette carte. Parce qu'elle coûte 2 et c'est une créature. C'est quand même une présence sur le terrain qui t'empêchera de prendre une attaque. Alors, mais bon, Ouais. ça va chercher vraiment une créature unique. Alors cette carte-là va chercher n'importe quoi. Donc c'est plutôt sympa. Après, euh, je sais pas. Voilà, si on reste dans la thématique, en fait, j'ai l'impression que les développeurs essaient de faire tendre le jeu Sanctuaire vers un deck faciliter les combos, pour faciliter les combos et faciliter les autres, peut-être les OTK, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, cette carte-là, dans un deck Ishuma, enfin, si du jour au lendemain je mets ça dans un Ishuma, qu'est-ce que je vais aller chercher avec, quoi? C'est ça. Et c'est vraiment pour faire tourner le deck comme on veut, pour se dire je veux ça au prochain tour, je l'aurai, puis tu pioches, et tu le fais tourner comme tu veux ton deck. Et voilà, c'est pas mal comme axe, mais Il n'y a pas de carte assez frappante, en fait, voilà, c'est pour... ça. C'est le problème. Si, éventuellement, il y a la Yukiko Shrine, il y a le Sanctuaire du Yukiko, qui est la fortune unique Sanctuaire. Mm. Mais c'est vraiment quand t'es en désavantage, etc. Je sais pas. Je sais pas. Cette carte est Ouais, assez ça va. mystérieuse pour nous, mais bon, elle a un potentiel, clairement. Pouvoir aller chercher n'importe quelle une carte de son deck instantanément, c'est vraiment génial. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Dans Sanctuary, il n'y a pas des trucs qui se démarquent vraiment, je trouve. Donc, Voilà. on verra. Plus tard. Pour plus tard. On passe donc à la première carte de fortune neutre, qui est revoir sa stratégie. Donc on a fini. On va peut-être faire une pause là-dessus. On a fini tout ce qui était sanctuaire, donc les créatures et les fortunes. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cet ajout à la faction sanctuaire? Ça change pas mal. Je trouve que ça change pas mal le côté sanctuaire. Donc, l'ajout des tanks, de tout ce qui peut vraiment résister, c'est sympa. Il y a des effets, il y a énormément d'effets en plus, donc on a pu voir avec sanctuaire. Euh, les fortunes contre sanctuaire, ça a l'air d'être mort. Il commence à y avoir de plus en plus de cartes qui vont dans ce sens-là. Et voilà, c'est vraiment un deck qu'il faudra faire tourner en piochant des cartes, en regardant tout ce qui se passe dans les prochains tours. Vraiment un pur côté stratégique, mais pas un côté bourrin. C'est vraiment l'inverse d'Inferno pour moi. Euh, Hmm. on utilise beaucoup notre tête. On doit réfléchir au combo qu'on va utiliser, dans quelle situation on les utilise. Donc c'est vraiment un jeu différent des autres decks. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. C'est un côté nouveau que j'aime beaucoup. Donc Hmm. très sympa comme évolution. Ouais, j'aime bien aussi. Bon, après, il n'y a pas eu d'ajout de grosses créatures. Malheureusement. Mais bon, c'est parce que Sanctuaire est quand même assez pourvu en grosses créatures pour l'instant. On a des bonnes grosses créatures qui font assez mal. Donc, bon, c'est pas mauvais. C'est un bon ajout. Il y a quand même le Chindi Warrior qui est bien, mais il y a pas, j'ai pas trouvé qu'il y ait des cartes folles, quoi. J'ai pas, Tout à quand fait. j'ai vu les créatures, j'ai pas fait waouh, celle-là je vais absolument la jouer. Non, bon, bah, il y a des cartes sympas, mais sans plus. Pour les fortunes, en ce qui concerne les fortunes, la première était bien. La première était vachement bien. Après, le reste, bon, ça reste vraiment événementiel, quoi. Donc, voilà. Bon, ça changera pas la face du monde pour Sanctuaire, cette extension-là, c'est sûr. Faut voir avec les autres factions, mais Hum, j'espère que ça a été un petit peu égal de ce côté-là. Mais bon, pour Sanctuaire, je pense pas que ce soit une super grosse Ça change des choses, mais ça extension. change pas totalement. Donc ça, c'est pas suffisant pour pouvoir dire il y a un retournement de situation pour le type de deck sanctuaire. Il y a des choses qui changent, mais c'est pas suffisant. Donc voilà. Voilà, bon, faudra voir si le méta nous fait mentir ou pas, hein. On Je serais ravi que le méta nous fasse on mentir. n'est pas devin, donc on va voir, on va observer, voir ce que les gros joueurs font dessus. Et puis voilà, on va enjoy de commenter tout ça. Exactement. Donc on passe maintenant au neutre, donc les fortunes neutres, on a fini tout ce qui était sanctuaire, on passe aux fortunes neutres et après on aura toujours les événements à faire. Donc les fortunes neutres, revoir sa stratégie. Pour un et 2 de destinée, on bannit 3 cartes de sa bibliothèque, de son deck, puis on mélange son deck. Ensuite on pioche une carte. Alors là, il y a un mot qui nous interpelle. Bannissez 3 cartes ciblées de votre bibliothèque. Bannissez. Donc voilà, on avait le cimetière, on avait le deck, on avait la main, on avait le terrain, et maintenant bannir. Alors qu'est-ce que ça veut dire bannir? Alors bannir, si je dis pas de bêtises, on avait quand même vu bannir pour la carte qui vaut 0 là. Oui, tout à fait. Pour Héritage. héritage, pour Héritage. récupérer des On ressources. bannit une carte de son cimetière pour pouvoir récupérer des ressources. Il n'y avait pas beaucoup de cartes comme ça auparavant, je crois que c'était C'était même la seule. c'est la seule. Et voilà,
Bannir. Alors voilà, c'est quelque chose, on la retire du jeu. Donc on peut voir dans d'autres cartes comme Yu-Gi-Oh! On retire du jeu. Ça. Retirer du jeu, c'est on les utilise plus. Voilà, on les met, c'est comme si c'était un cimetière, mais encore moins utilisable que le cimetière. Et voilà, donc t'arrives, tu bannis 3 cartes de ton deck. Donc faut vraiment faire une bonne sélection. Les cartes qui te semblent les moins fortes, puisque quelquefois t'as des decks où tu fais un très gros truc et tu combles un peu les vides. Bah là tu les bannis et tu pioches une carte, comme ça après le reste de ton deck, bah, c'est tout ce qui t'intéresse. Et au niveau des probabilités, ça t'arrange vachement. Et c'est pas mal. C'est pas mal moi du je trouve tout. cette carte géniale. Hein. Franchement, c'est à peu près dans la même optique que le truc sanctuaire d'avant, sauf que tu choisis pas parmi 3 cartes, tu enlèves des probabilités pour la suite, et ensuite tu pioches une carte. Donc cette carte se remplace elle-même, elle coûte 1, donc ce qui est vraiment pas grand-chose. Et en plus, bah est-ce qu'on a un exemple concret par exemple? Allez, on va dire je joue un deck Garant Rush avec 4 boules de feu. Je tombe contre un Kiran. Donc, Kiran, je sais qu'il joue des courbes de magie. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, j'utilise cette carte-là. Je vire mes 3 boules de, enfin, au moins 3 boules de feu, parce que je sais qu'il va me les piquer et il va essayer de me les prendre et d'utiliser contre moi. Donc, je vire mes 3 boules de feu et je pioche une carte. Du coup, ça va aider ton deck, ça va aider à te pas prendre ce fameux coup qui retournerait la situation en ton désavantage. Et en plus, ça te fait piocher. Pour moi, c'est une bonne carte. Après, cette carte aurait été encore plus violente avec Necro si ça n'avait pas été bannir, ça avait été envoyé au cimetière. Ça aurait été juste violent. Franchement, c'est déjà suffisamment ouf quand même comme carte, puisqu'on peut l'utiliser contre tous les decks. Là, c'est vraiment pas une carte de set, c'est une carte que, enfin, je pense, perso, je vais la mettre souvent dans mon deck. Parce que, voilà, là, t'as cité l'exemple contre un Kiran, mais contre n'importe quel deck, il y aura toujours des cartes qui seront moins utiles contre un certain deck. Et voilà, par exemple, moi qui joue souvent Bastion contre un Kiran, bah, il y a mes petites merdes à 1 là, qui attaquent à 2 et qui ont 1 point de vie. Bah, généralement, ça peut être utile, mais pas tellement. Bah, je peux décider de les bannir puisque je suis en late game. exactement. Voilà, tu joues en fonction de tous les autres decks et c'est une carte passe-partout qui est fantastique et ça fait piocher. Voilà, ça fait un café. C'est vraiment une très très bonne carte. Après, il faut voir si elle sera jouée en staple à 3 ou 4 dans chaque deck, ou alors elle sera jouée un petit peu j'ai de la place alors je la joue, un peu comme le feu de camp ou le Tador. Bah, je pense qu'on peut pas la mettre en staple 3 à 4 dans ton deck puisque ça demande quand même bannir 3 cartes et au final si tu utilises tout ça te bannit 12 cartes. C'est vrai que tu peux te faire meuler. Tu peux te faire meuler, mais... cartes dans ton deck. Mais imagine 12 cartes en main dans ton deck, tu joues avec un deck de 38 cartes. T'as ta stratégie directe. Tu fais ta sélection, donc c'est bien, mais il faut savoir l'utiliser. Si tu es un nab et que tu regardes cette vidéo, ne l'utilise pas. Mais non, ça peut être vraiment très très utile. Et il faut l'utiliser avec précaution. Et voilà, bonne carte. C'est une très bonne carte, on est d'accord. On passe maintenant à l'Hôtel des Souhaits, donc une rare maintenant, qui coûte 2 et toujours 2 de destinée. On révèle la carte située au sommet de son deck, et si on a le niveau requis pour jouer la carte, on la joue gratuitement. Wow. Encore du café. J'ai 6 de force, j'ai une Manchi au-dessus du deck. Voilà, c'est ça, c'est Banshee gratos. Voilà. C'est Banshee gratos, je la pioche et je l'invoque. C'est utile surtout pour le middle et late game, donc vraiment pour la partie qui a déjà bien avancé, puisque au début de partie, pardon, bah, tu utilises ça, tu tombes sur un monstre qui demande un de ressources, bah, c'est pas forcément utile puisque tu viens d'utiliser 2 de ressources et une carte. C'est pas ouf, c'est vraiment au milieu de partie, bah t'arrives, oh, j'ai un ravageur gratuit et je l'invoque directement. C'est fantastique. Ce genre de choses, ça peut être vraiment très utile, même au niveau de tous les spells et autres. Ça peut être un top deck. Voilà, t'arrives et je veux cette carte-là, et bah tu l'utilises. C'est fantastique. C'est clair. Alors après, il faut voir 2 choses. C'est que je pense que cette carte peut être géniale dans un deck grosse créature. Dans un deck grosse créature, là tu citais l'exemple de la Banshee, mais bon, la Banshee, tu la joues, c'est la seule carte assise généralement dans un deck Necro. Mais bah, les développeurs ont laissé sous-entendre que l'extension Le Héros du Vide allait apporter du renouveau dans le sens où on pourrait rejouer de grosses créatures. Donc cette carte-là, pour moi, elle est vachement bien parce que il y a toutes les créatures en fait, la courbe de might, la courbe de puissance s'arrête à 6, généralement pour les créatures. Et après, on a quand même des créatures qui coûtent 7, voire qui coûtent 8 avec Shinochi, mais qui nécessitent quand même 6 de puissance. T'as 6 de force, tu joues un deck grosse créa, tu fais ça sur un Shinochi qui est au-dessus de ton deck, c'est génial. Tu payes 2 pour 8, c'est super. Cette carte en plus n'est pas unique, tu peux la mettre x4 dans ton deck, tu t'invoques des grosses créatures comme ça à la chaîne. Pour moi, cette carte est vraiment très très puissante dans le sens, quand tu joues un deck grosse créa. Après,
pour un deck qui nécessite un haut niveau de fortune ou un haut niveau de magie, je pense que c'est un peu moins fort. Mais enfin, c'est. En tout cas, c'est combo avec la carte qui permet de dire je mets une carte de ma bibliothèque au-dessus de mon deck. Et voilà, donc je vais mettre Shinoshi au-dessus de mon deck. Hein, vous n'y avez pas d'objection. Bah, très bien, bah, je l'invoque tout de suite. C'est ça, c'est combo. Voilà, c'est fantastique. C'est combo et ça demande 2 cartes, mais à côté de ça, ça reste un très gros effet. Ça fait mal. Et c'est vachement bien. C'est vachement bien. Tout à fait. Non, franchement, après, il faut prendre aussi en compte. Alors, généralement, les coûts des créatures vont à peu près de pair avec le niveau requis en puissance. Après, il y a des cartes un petit peu bizarres, comme on a vu tout à l'heure. Dans Sanctuaire, la carte qui coûtait 4 et qui nécessitait 2/2, ou une Maikami, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Une Maikami, bah voilà, elle a un coût qui est relativement haut par rapport à ses niveaux requis. Bah, le fait de jouer cette carte-là, bah, du coup, on ignore totalement le coût, on ne paye que 2, et du coup, on invoque cette carte-là avec des niveaux requis qui sont assez bas. Quand même 2/2, c'est assez bas. Donc c'est pas mal. Enfin, si dans le futur il y a davantage de cartes qui ont un coût qui est vraiment très élevé par rapport à leurs requis, juste parce qu'elles sont très très fortes, bah, ces cartes-là vont prendre encore plus de plus-value parce que bah, ça va faire mal. Ça va invoquer un truc super puissant pour rien. C'est ça, c'est ça. Hôtel des Souhaits, très très bonne carte dans un jeu de grosse créature. Et moi je m'attends à l'avoir joué dans vraiment pas mal de decks. Vraiment pas mal de decks créatures. Pareil, je pense aussi. La mine d'or. Donc, comment le dire? Il y a quand même une phrase, mais comment le dire? Vous gagnez un point de ressources gratos. Voilà, votre production de ressources augmente de 1. Donc c'est comme si tu avais ton tacticien naga, tu tapais, bah là c'est la même chose. Et alors, c'est quand même abusé, parce qu'elle n'est pas unique. C'est même pas une rare. Elle demande 2 de ressources. Elle est neutre. Ouais. C'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Je veux accélérer mon deck. 1, 2, 3, 4. Voilà. Je suis au tour 1, j'ai 4 de ressources. Ouais. Ah bon, oui, le tour 1, t'as pas quand même. Oui, c'est sûr, t'as pas. Mais voilà, c'est vraiment pour extrapoler la chose, c'est que ça peut être une accélération de jeu impressionnante quand même. C'est fort, et quand ça confirme ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que bah, on essaie de faire tendre les parties vers du mid-game ou du late-game. Cette carte, tu prépares l'avenir en fait. Tu prépares la fin du tu prépares le milieu du duel ou la fin du duel. Moi, bah, apparemment tu la trouves ouf, moi je la trouve pas si ouf que ça, elle est bien, c'est vrai qu'elle est bien, mais ouais, dans DOC c'est toute une question de présence sur le terrain, une question d'avantage, etc. Si t'as pas l'avantage dès le départ, il y a moyen que tu perdes assez rapidement, même contre un deck qui n'est pas rush. Cette carte là elle coûte 2 quand même, et tu dois la jouer assez tôt pour qu'elle ait un effet particulier, pour que tu puisses en tirer profit. Quand tu joues 2 dans les premiers niveaux, limite en fait t'as une créature que tu n'invoques pas. Donc il faut savoir l'utiliser. Dans un jeu stall, dans un jeu où tu n'invoques pas trop de créatures au tout début du jeu, ok, éventuellement, si t'as des options, tu pourras te défendre. Mais dans un deck normal, faut savoir l'utiliser, et moi je pense que ça peut être vachement utile. Et bon, on verra bien. Voilà, j'ai envie de te dire, on verra bien dans le méta. On verra bien, exactement. Je pense qu'il y a moyen que ça fasse plaisir dans certains decks. Non, mais c'est une carte sympa, mais pour moi, pas mais dans tous les decks, clairement pas. Clairement pas. Pas comme le revoir sa stratégie, qui pour moi, c'est une carte traître. Baisser la production des ressources de 2 joueurs de 1. Donc on a un petit peu le penchant négatif de la mine d'or, sauf que la mine d'or c'était juste pour nous. Là, les traîtres, c'est 2 personnes. On baisse de 1 pour les 2 joueurs. C'est une rare, donc ce qui laisse à penser que ça a l'air d'être une bonne carte. Bah en fait, c'est bizarre, parce que ça va à l'encontre un peu de tout le thème qu'on a vu jusqu'à présent. Ça avantage les jeux rush, un peu ça quand même. Ça empêche l'adversaire, enfin ça empêche la progression de l'adversaire. Mais aussi la nôtre, mais nous on s'en fout. Enfin, si on veut rester dans le early game, donc on s'en fout un petit peu des ressources, puisque nous notre stratégie se base sur pas beaucoup de ressources et vraiment le début de partie. Alors que si on tombe sur des jeux qui sont mid game, ça typiquement ça va vraiment faire chier. Le mec. Vraiment faire chier, oui et non. Baisser de 1, ça veut dire qu'au prochain tour l'adversaire reste au même niveau qu'il était au tour d'avant. Ça fait un tour d'économie. Ouais, ça fait un tour d'économie, mais qui coûte 2 de ressources, et une rare pour ça, je sais pas.
Faut voir, parce que là on fait beaucoup de théories Ah et bah, ça on semble, présente et on ça donne semble nos prévisions. assez bizarre tout ce qu'on pourra faire, tout ce qu'on pourra faire plus tard dans le méta, mais c'est vrai que j'attends avec impatience de voir si ce trait ça va être très très utilisé ou pas. Surtout que du coup elle est pas unique et on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut, donc il y a un mec qui commence à t'enchaîner, il en met 4, bah, c'est con pour lui aussi, mais bon. Ça semble bizarre. C'est vrai, je sais pas. Faut voir. Après, bon, pourquoi pas combiner ça avec une stratégie qui augmente ses ressources. Tu joues Moussaran Assassin d'Alphon par exemple. Lui, il s'en fout, il a augmenté sa production, bah, il peut défausser, et voilà. Et au final être au-dessus de toi. Et surtout avec les quêteurs, etc. Mais bon, je sais pas. Faut voir, il faut voir. Pour moi, c'est pas une carte qui sera vraiment très très jouée. C'est une carte qui empêche l'adversaire de jouer un petit peu. Qui peut être très gênante, comme tu l'as dit, si on se la prend 2-3 fois. Mais bon, voilà. Sachant que ça t'handicape toi aussi. Ouais, c'est vrai. Pas fou. La caverne oubliée, pour 3 piocher 2 cartes. Bon, en fait, c'est la version un peu light de la pierre d'illumination. Voilà, c'est ça. Donc c'est sympa, mais c'est sans plus. C'est pour ça que ça reste une commune. Piocher des cartes, ça commence à arriver vraiment beaucoup dans cette extension, et c'est bien. Et ça reste une commune pas folle non plus, puisque tu utilises 3 de ressources, et 3 de ressources dans un tour, bah, c'est bien d'avoir des cartes. Card advantage est très, très important. Là, tu fais du +1, mais il y a aussi les ressources, donc faut voir. Mais notez quand même, la pierre d'illumination, pardon, c'est 4 de destinée, donc faut vraiment avoir un jeu fortune pour la jouer. Là, c'est 2. C'est-à-dire que les Seekers, un garant par exemple, il a même pas besoin d'augmenter sa fortune. Tu peux le jouer Tu peux jouer un garant en créature de magie avec ça, et il pourra piocher des cartes. Donc c'est pas... Pour moi, c'est une carte sympa qui est beaucoup plus jouable que la pierre d'illumination. Mais est-ce qu'elle sera jouée? Je sais pas. Bah, le coût est pas important, mais l'effet semble pas ouf pour les ressources demandées. Après, c'est sûr que si on arrive à la fin de partie et qu'on commence à en jouer, je sais pas combien, on joue nos 4 d'un coup, bah, là on est content parce qu'on pioche vraiment, et ça nous permet de détruire l'adversaire. Pour 3 de ressources quand on est en fin de partie, c'est pas très grave. Mais sinon, en général, dans la partie, ça se discute. Bah, si tu combines ça avec les pierres d'illumination, ça fait quand même 8 cartes qui te font piocher, plus les feux de camp, etc. Tu peux arriver, on arrive avec cette carte-là, grâce à cette carte-là, à presque un jeu où tu peux carrément piocher tout ton deck. Parce que bon, Sandalphon déjà le fait vraiment pas mal, pioche vraiment beaucoup. Enfin, les OTK en fait, en règle générale, pioche vraiment beaucoup. Donc c'est sympa. C'est un bon ajout, qui est pas forcément nécessaire, mais bon, c'est un bon ajout. Ça reste une commune. Elle est là, elle existe. Elle existe. Elle mérite d'exister. On passe à la dernière fortune neutre de l'extension, qui s'appelle Études supérieures. Où on augmente du coup toutes nos jauges de 1, donc notre force de 1, notre magie de 1, et notre destinée de 1, et puis voilà, 4 de ressources. Voilà. Moi j'aime pas. Moi j'aime pas déjà, puisque bon, concrètement ce serait dire j'économise 3 tours grâce à cette carte. Waouh, c'est absolument énorme, fantastique, mais non, c'est ça. On est à 4 de ressources, on joue pas forcément les 3 jauges en même temps. Les decks qui ont 3 jauges en même temps, c'est pas ouf d'habitude. C'est vraiment, faut pas toutes les augmenter, on fait un choix. Soit monstre et magie, soit monstre, fortune. Généralement c'est ça, et tu fais pas monstre, fortune, magie, sauf au début du jeu. Mais... Si ça avait été augmenté les niveaux de votre choix de 1, 3 niveaux de votre choix de 1, genre tu augmentes Mike ou Mike Magie Mike, ça aurait été vraiment pas mal. Ça aurait été sympa. Là, c'est vrai que bon, le fait que ça soit réparti comme ça, comme tu l'as dit, ça sauvegarde 3 tours. Ça sauvegarde 3 tours, mais tu perds un tour quand même. Tu perds un tour pour en gagner 3. Au final, tu en gagnes 2. Voilà, t'en gagnes 2 puisque tu n'utilises pas les 3 jauges, mais ouais, mais bon, les arsenals, les veines du dragon et tactique, je sais plus quoi. Donc les cartes à 2 qui augmentent ton stade de 1, elles sont pas jouées. Donc, voilà. Donc là, je vois pas pourquoi celle-là serait jouée. Elle a 4 de ressources en plus. Enfin, moi, ça me choque vraiment 4 de ressources pour augmenter les jauges. Généralement, quand t'es déjà arrivé à ce niveau de partie, bah. T'as pas envie d'utiliser toutes tes jauges. T'as déjà augmenté une jauge de 4, ou sinon t'auras fait 2 en monstre, 2 en magie. Ouais. Non, c'est trop, non? Non, ouais, non, c'est...
Je vois pas comment ça pourrait être vraiment utile. Pour l'instant. Après, quand il y aura des cartes qui feront des effets de fou en fonction de tes niveaux de stats, éventuellement ça sera peut-être joué. Mais bon, elle reste dans la thématique de j'augmente mes stats avec une carte. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très utile. On a fini avec les fortunes neutres. On passe maintenant aux événements. Donc les événements, la tempête de Grêle. Donc un événement actif et non pas passif. On sait à quel point les joueurs aiment les événements passifs. Ah oui, les tempêtes de mana, on adore ça. Hein. Ah oui, les semaines de impôts, on adore ça aussi. Ah oui, c'est tellement génial. Donc la tempête de grêle, une commune, qui pour 4 inflige 1 point de dégâts à toutes les créatures sur le terrain, y compris les siennes. Alors, moi je trouve pas ça bien. Parce que... Moi je trouve ça nul. Voilà, mais il faut être gentil un peu avec les cartes quand même. Regarde, il y a un artwork. Bon, non, l'artwork aussi, il est moche. Non. Non, je rigole évidemment. 4 de ressources pour faire des dégâts à tes créatures et à ses créatures. Même s'il a 8 créatures sur le terrain et que t'en as 0, vraiment on extrapole. T'infliges 8 points de dégâts pour 4 de ressources. Donc ça peut être vraiment fantastique, mais ça tue personne. Non, voilà, tes 4 de ressources, généralement tu peux faire énormément de choses avec. 4 de ressources, boule de feu. J'utilise toujours la boule de feu puisque je trouve ça vraiment énorme comme carte. Au maximum, tu peux faire 16 points de dégâts, je crois, c'est ça? Ouais. Tu peux faire 16 points de dégâts avec... tu peux faire 16 points de dégâts avec une boule de feu. Là, tu peux en faire 8 au maximum. Et non, Non, cette carte est mauvaise. Cette carte est mauvaise. Après, même dans les jeux, elle pourrait être éventuellement jouée dans les jeux sans créature, pour pouvoir en tirer le parti le plus. Mais bon, 1 point de dégâts, c'est juste rien. C'est ridicule. Tu vois, t'as un Wolf Captain qui se ramène à 5 points de vie pour 2 de ressources, c'est juste risible. Non, cette carte est mauvaise. Ne la jouez pas. Ne la jouez pas. Jour de la conscription, 3 de ressources, donc encore un effet actif. 3 de ressources, augmenter le niveau des 2 joueurs, de la puissance des 2 joueurs. Là, c'est déjà moins nul. En même temps, on pouvait pas faire pire. À part le chasseur Pao. Oui. Mais non, sinon, on pouvait pas vraiment faire pire. Ouais et non. Je pense que augmenter de 1 la force de votre force, ça aurait été bien. Là, c'est la force des 2 joueurs. C'est un peu une festivité, quoi, t'aides ton pote. Voilà, c'est son adversaire, pardon. C'est ton pote. C'est ton pote, ouais. Tu l'aides en même temps. Après, elle peut être utile quand, imaginons, contre un mec. En bastion, ça peut être utile, avec le gros là qui. Oui, qui crâne a noir. autant de force. Le crâne noir qui a une force, enfin une attaque égale à ton niveau de force, ouais. Ça peut être sympa, mais bon, enfin. Voilà, il y a d'autres cartes pour ça. Voilà, non, franchement, c'est pas ouf non plus pour le moment. Les 2 événements, je suis pas emballé. Je pense pas qu'elles vont être jouées. Hein, tu seras peut-être emballé avec la prochaine. Alors, le jour du sanctuaire. Le jour du sanctuaire. Alors, jusqu'à votre prochain tour, la créature cible, donc que vous sélectionnez, elle ne pourra pas être ciblée. Et ça, pour 1 point de ressource. Voilà, alors, contre tout ce qui est moisson d'âme, image d'ombre, même les petits traits de feu, il y a énormément de cartes comme ça. Ça peut vraiment faire chier, et vraiment jusqu'au bout. Là, vous dites non, je paye 1 point de ressource, ce qui est rien. 1 point de ressource pour dire cette carte, je veux pas qu'elle meure au prochain tour. C'est bien, franchement, c'est bien. Pour faire la protection, c'est bien sympa. Je pense que là, on voit l'événement, on voit la carte qui permettra de jouer des decks grosses créatures, comme le promettaient les développeurs. Tu mets 4 cartes, comme 4 jours du sanctuaire et 4 voix des ancêtres. Donc là, l'événement qui permet de ne pas pouvoir cibler une créature qui vient d'être posée. Tu mets ça, c'est 8 cartes, 8 événements. Tu peux te faire un deck grosse créa. Tu peux t'en faire un enfin. Tu peux arriver dans le mid-game ou le late-game sans avoir peur de lâcher 6 ou 8 de ressources pour une créature et te la faire dézinguer avec une carte à 4. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les grosses cartes peuvent être vraiment puissantes, mais elles sont vraiment squishy, elles prennent cher très très rapidement. Enfin, voilà, tu sors ta moisson d'âme, 4 points de ressources, t'es mort. Pire, tu prends un asservissement, tu perds directement. Voilà. Donc là, ça rajoute la protection qu'on attendait, puisqu'elle prenait trop cher. Donc très bonne carte, franchement. Ouais, elle est peu commune en plus, c'est génial. Elle aurait pu être rare, voire épique. Un événement épique, ça aurait été une première, mais ils auraient pu faire les salauds. Non, là on voit clairement qu'ils veulent rendre les cartes qui n'étaient pas jouées jusqu'à présent, donc les grosses créas jouables. Et là je pense, en toute honnêteté, qu'elles seront jouables.
Je pense aussi. Voilà, donc vraiment très très bonne carte. Si vous aviez rêvé de jouer des grosses créas, bah, n'hésitez Et pas, puis même si c'est vous avez maintenant. un deck Inferno par exemple, bah ton ravageur, t'as pas envie de te le faire asservir, t'as pas envie d'avoir une image d'ombre dessus. Parce que Voilà, image d'ombre sur un ravageur, ça tu fait des prends 6 ravages. points. Tu prends 6 points de dégâts et en un coup. Non, c'est vraiment très très dur. Et bah voilà, Non, ça va pas non plus être dans tous les decks, mais ça va être vachement utilisé, je c'est pense. une très bonne carte. Et qui est en plus beaucoup plus versatile que la voix des ancêtres, parce que la voix des ancêtres, c'est il faut que la créature elle ait été posée autour d'avant, parce qu'après ça marche plus. Il faut que. Et puis surtout, ça t'empêche. Enfin, quand tu veux qu'une créature soit ciblable, par exemple, imagine que tu joues Bastion. Si Mhm. tu joues pas à voix des ancêtres quand tu joues Bastion, parce que sinon tu peux pas sacrifier tes cartes, tu peux pas Voilà. foutre des compteurs partout, etc. Donc non, Ah, ça fait cette une carte-là est beaucoup sélection. plus versatile et elle coûte que 1 de ressources. Et ça, c'est génial. Après, ce qui est bien aussi, c'est que ça ne fait pas profiter l'adversaire. C'est ça aussi Mhm. le gros problème des événements, c'est que souvent ça te donne un profit, mais ça donne aussi un profit à l'adversaire. Après, il peut l'utiliser également, mais Voilà. là, en l'occurrence, tu décides de l'utiliser, de te faire un effet amélioratif pour toi. Hmm, Bah, c'est que pour toi. Là, tu c'est ça. l'utilises et c'est que pour toi. Il pourra l'utiliser plus tard, mais Mais surtout, tu peux t'arranger pour jouer des cartes qui ne ciblent pas. Tu joues hum, ça, un deck full créa, enfin grosse créa avec ces cartes-là, plus voix des ancêtres, etc. Tu joues ça avec des cartes qui ne ciblent pas, que des cartes AOE ou un pont détruit ou n'importe quoi. Et ben du coup, t'as que les avantages sans avoir les inconvénients. Et voilà, tout ça à c'est fait. très très bien. L'adversaire pourra, pire, tu pourras faire dépenser 1 de ressources à l'adversaire. Tu pourras en gros le forcer. Il voit que cette carte-là est dispo, il va poser sa grosse créa, il dit bon elle est pas ciblable, c'est génial. T'arrives, tu fais un pont Voilà, détruit dessus et exactement. voilà. Parce qu'il va se sentir protégé, alors qu'au final, bah, il n'est pas forcément protégé par rapport à tes cartes. Et voilà, tu peux jouer sur le mental du mec et tout, c'est trop fort. Alors, ça peut être vachement bien au niveau du man game. Et, Une très très bonne très bonne carte, carte. vraiment très très bonne carte. Ouais, on adore. On kiffe. Oh lol. Les arbitres aveugles, alors ils sont tout en haut de leur montagne, les arbitres aveugles, on les voit pas trop. Euh, Persistant. Ah, ça y est, Cette fois, on peut plus. Voilà, c'est bon, on on peut tape plus jouer. on passe sur un passif. Donc un événement passif, un nouveau. Et les Les joueurs, joueurs ne peuvent pas. Moi, je te le pique quand même, parce que là, c'est quand même une carte que je trouve ouf aussi. Les joueurs ne peuvent pas jouer plus de 3 cartes par tour. Alors, à tu plus vois ATK. ton OTK? Tu vois ton OTK? C'est fini. Là, franchement, avec ce genre d'événement, donc bon, c'est pas un événement unique, en même temps, il n'y a pas d'événement unique à ce que je sache. Euh, c'est vraiment bien. Pour le moment, je trouve Alors c'est vraiment attention, bien. pas tous les OTK. Pas tous les OTK. Sandalphon, oui. Sandalphon, Mhm. on va prendre très très cher. Sandalphon était capable de jouer vraiment plein de cartes en un tour parce qu'il gagnait des ressources, etc. Donc là, Sandalphon va prendre cher avec cette carte-là. Après, un deck comme Bélias, par exemple, un Bélias OTK, comme le jeu Ultra Beer, cette carte-là, enfin, j'ai déjà joué plein de fois le deck Bélias, je m'en fous un peu. Mhm. Tu joues pas en fait, tu temporises. Alors, une fois que tu temporises, tu fous ton trône du renouveau. Il y a la semaine des austérités qui tombe. L'adversaire essaie de poser ses cartes. Et après, bah, tu lui fous une tour. Voilà. Tu joues pas 3 cartes par tour. Voilà, Tu n'es pas obligé. Voilà. Donc, cette carte-là, ouais, c'est une bonne réponse à OTK. C'est une réponse à OTK, c'est sûr, clairement. Mais c'est une carte limitation, quoi. voilà, ça limite. Et deux cartes par tour, ça aurait été violent. Ouais. Deux cartes Là, par ça tour. aurait été vraiment hardcore, par contre. Puisque l'événement qui arrive tout le temps, si les deux joueurs en mettent 4 chacun, ouais, 8 sur 16, il y a une chance sur deux pour qu'elle soit sur le terrain. C'est un moment où ça va être relou, quoi. On peut jouer que 2 cartes, mon d'accord? Fin de tour. Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Fin de tour. Non, là, ça aurait été vraiment trop abusé. Déjà, rien que ça, ça va falloir plus réfléchir déjà. Ouais, c'est sûr. Il va falloir anticiper. Tu sais que tu as 3 cartes à jouer par tour. Il faut trouver le bon move, le meilleur move avec 3 cartes. Donc, non. C'est une carte sympa, mais bon, pour moi, ça tue pas OTK. Mm, mm. Clairement pas. Clairement pas, ça tue pas Ça OTK. tue certains ATK et ça limite beaucoup certains decks. C'est pas mal. Ouais. La suivante. L'équilibre cosmique. Donc, joli artwork. Oui, très joli Très joli artwork. Mm. Quête de ressources. Donc, inflige 2 points de dégâts à votre héros. Les deux joueurs doivent se défausser de leurs cartes au hasard jusqu'à ce qu'il leur reste plus que 6 cartes en main. Là, ça tue OTK. Là, ça tue OTK. Et 6 cartes en main, bah, voilà, ça veut tout dire. Parler du nombre de cartes en main, Bah voilà, c'est trop de numéros de voilà, la tour de l'oubli, bah, c'est fini. si. Alors après, elle coûte cher, cette carte-là, quand même. 4 de ressources et 2 points de dégâts à son héros. Mhm. Bon, comme on l'a dit une centaine de fois à peu près, les points de vie sont une ressource. Donc il n'y a aucun problème C'est un là-dessus. bouclier.
c'est un bouclier, on peut puiser dans cette ressource pour pouvoir gagner. Tant que tu es à 1, tu peux gagner. Voilà, non seulement cette carte-là empêche la stratégie adverse, parce que du coup ça va lui faire défausser des cartes, parce que jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 6. Généralement, un joueur OTK, il a une panoplie de cartes dans sa main, et une fois qu'il a toutes les cartes qu'il faut, il vous les sort en un tour, et voilà. Peut-être pas forcément en un tour, il vous les sort et il vous tue avec. Mais là, en plus, ça va l'empêcher donc d'avoir plus de 6 cartes en main, et surtout, ça va nous empêcher d'avoir plus de 6 cartes en main, parce que le deck OTK du moment, du méta, c'est je te fais piocher à fond, je mets des festivités, je m'en fous, t'as plein de cartes en main, tu peux pas t'en servir. Pas les couilles. Et après, tu fais une tour de l'oubli, et il te fait une tour de l'oubli, et tu prends trop cher, parce que t'as plein de cartes en main. Ces cartes-là empêchent la stratégie adverse, et empêchent de se prendre une tour de l'oubli. Elle coûte cher, c'est clairement pas une carte qu'on va utiliser à chaque tour. Vraiment pas. En plus, c'est une rare, donc ça va être difficile à obtenir. Mais vous pouvez être sûr qu'avec ça, un deck OTK... au moins, vous m'aurez pu contre cette tour de l'oubli. Cette fameuse tour de l'oubli, elle ne vous tuera plus, mais faut vouloir payer quand même, faut vouloir payer. Donc c'est pas mal. Je trouve ça pas mal dans ce genre de situation. Après, là, comme on parle souvent de side, puisqu'on a vraiment envie qu'il y ait un side, je pense que vous avez compris. Les events en side, ça c'est quand même une bonne question. Se demander par rapport aux événements dans les sides, comment ça pourrait être organisé et sider des events, là je trouve que ça rentrerait bien dans le concept. Oui, bien sûr, pouvoir foutre des... Alors des héros dans un side, non, clairement pas, parce que ça change la nature du deck. Mais foutre des events dans un side, oui. Bon, là on digresse un petit peu du sujet. Je crois que c'était la dernière carte. Oui, c'était la dernière carte, tout à fait. Donc voilà, une petite conclusion avant qu'on se quitte. Je trouve que c'est une très bonne partie d'extension qui réserve pas mal de choses. Ça donne de nouveaux aspects au jeu, donc en même temps c'est ce qu'on attend d'une extension. Et voilà, le concept de pioche a été vachement accentué. Et puis des aspects stratégiques en plus. Sanctuaire ne fait pas plus envie que ça. Je m'attendais à des trucs dingues, mais voilà, c'est pas mal. Des doubles positionnements stratégiques. Ouais, voilà, ça. Enfin, il y a vraiment un gros potentiel avec ce deck, parce que il demande beaucoup de talent pour être joué. Beaucoup de talent, sinon on ne se sent pas trop. Il joue Inferno. Il est Sanctuaire aussi un peu. Mais voilà, je suis un petit peu déçu de Sanctuaire. Je peux dire que je suis déçu quand même. C'est dommage. Parce que les monstres à 5 c'est bien, mais moi personnellement c'est pas mon style de jeu. Et voilà. Il y a eu des bons ajouts, mais voilà, clairement pas des choses qui vont donner envie aux gens de jouer Sanctuaire. Voilà, c'est des bons ajouts que les joueurs de Sanctuaire apprécieront, parce que ça comble certaines lacunes, clairement. Mais bon, c'est pas exceptionnel. En revanche, côté fortune neutre, on est carrément bien loti, côté événement aussi. Ça va vraiment changer. Je pense que rien que ces événements et ces fortunes-là vont quand même changer pas mal le méta. Le côté neutre, par contre, on a été très bien loti. Sanctuaire, c'était vraiment nul, comme on vient de le dire, mais neutre, ouais, c'est nice. C'est nice. C'est nice. Non, vraiment. C'est le puits qu'on a vu là à 2 qui permet de jouer une carte gratuite. Le revoir sa stratégie aussi, c'est une carte donc, qui est vachement bien, simplement. Donc voilà, on a été très heureux de vous présenter donc, ces cartes en exclusivité. Je suis très heureux, il est content. Et voilà, on espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver l'essentiel, l'intégralité carrément des cartes de l'extension sur le site Momcards dès la sortie de l'extension. Donc si vous avez envie de voir n'importe quelle des 103 cartes qui vont sortir de cette extension, n'hésitez pas à aller sur momcards.fr. Et voilà, donc c'était Kibarb. Et c'était Kael. Voilà pour cette présentation de la faction sanctuaire et des fortunes neutres et des événements neutres de la nouvelle extension. Ciao! Ciao!